Je vais laisser donc la parole à Jean-Thomas Lacour, qui est notre dirigeant, qui est aussi un expert de la relation client et qui va donc attaquer cette présentation. Et moi-même, je suis donc Aurore et je m'occupe du marketing chez Telsi. Voilà, c'est parti. Bien, merci Aurore. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à chatter. Nous allons parler aujourd'hui de stratégie client et notamment de stratégie client dans le cadre de la relation client à distance. Alors, en préambule, juste un rappel rapide sur Telsi. Donc, Telsi, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à rendre leur centre de relation client plus performant. Donc, on travaille avec des entreprises de tout secteur d'activité basées sur toute la France. Elles ont toutes le point commun d'internaliser tout ou partie de leur relation client à distance. Donc, accompagner les entreprises, ça veut dire leur proposer des prestations d'audit, de conseil, de mise en œuvre d'outils technologiques au service de la relation client et de formation, et notamment de formation opérationnelle des conseillers clientèle. Alors, on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est basé à Rennes, nous sommes bretons, avec un bureau à Paris et j'espère assez rapidement un point de présence dans le sud-est, sachant que notre clientèle, comme je vous le disais, est basée sur toute la France et même un petit peu à l'international. En préambule à notre webinaire, je souhaiterais partager avec vous notre vision de ce qu'est la performance de centre de relations clients. Donc en premier lieu, pour nous, il est important que l'entreprise définisse clairement sa stratégie de relation client à distance. Il est évident qu'une société qui vend des produits plutôt haut de gamme n'aura pas la même stratégie qu'un opérateur qui vend des box internet le moins cher possible. Et cette stratégie, après, va permettre de trouver un équilibre entre trois composantes qui me semblent essentielles, qui sont la capacité d'investissement. En fonction des produits qu'on commercialise, on ne va pas pouvoir affecter le même montant à la relation client à distance. La qualité de service que l'on veut apporter, qualité de service étant notre capacité à prendre en compte les interactions des clients. La satisfaction client que l'on souhaite apporter, qui est est-ce que j'apporte satisfaction dans le service que je donne à mes clients. Et enfin, la troisième composante, c'est la productivité. Si je suis un centre de relations clients qui vend, vendre plus. Si je suis un centre de relations clients qui fait du service après-vente, gérer plus de tickets, etc. Et donc pour trouver cet équilibre, il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre, qui sont donc des outils et des hommes. Donc voilà notre vision de ce qu'est la performance. Maintenant, je vous propose de passer sur quels sont pour nous les éléments clés pour mettre en œuvre cette stratégie de relation client. Donc en premier lieu, on a parlé à l'instant de stratégie de relation client pour l'entreprise. La première chose qu'on doit être capable de faire, c'est de faire des arbitrages. Comme on l'exprime dans ce petit slide, on ne peut pas se permettre de recruter un conseiller pour chaque client. Forcément, ça ne répond pas à notre contrainte budgétaire. Donc, pour traiter correctement nos clients, il va falloir être capable de faire des arbitrages en fonction des différentes typologies clients. Donc, définir clairement quels sont les types de clients qui nous appellent, quels sont les types de clients qui rentrent en contact avec nous, et comment je veux les servir en fonction de leurs caractéristiques. Effectivement, donc du coup, sur cette partie d'arbitrage, on peut s'appuyer, pour vous donner des choses un peu plus concrètes, on peut s'appuyer sur son service marketing et sur des choses qui ont normalement déjà été faites par le service marketing, ou en tout cas qu'on peut faire avec le service marketing, à savoir cartographier. On va cartographier sa cible, les clients, et on va cartographier aussi ses produits et services. Cette bonne connaissance après des clients et des produits ou des services que l'on vend va permettre justement de faire les arbitrages dont on parle dans ces premières slides. Comment on fait concrètement pour cartographier la cible et les clients, il y a une technique marketing qui s'appelle la définition des personas. Les personas, ce sont en fait des cibles, c'est une personne, on imagine une personne imaginaire, qui est finalement le représentant de la cible qu'on souhaite adresser. Donc on lui donne vraiment des comportements, des caractéristiques d'achat, on le définit ensemble avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, le commerce, le marketing, et on essaie vraiment d'enrichir cette fausse personnalité pour savoir comment elle fonctionne, quel âge elle a, et justement quels canaux elle utilise quand elle contacte un service client, qu'est-ce qu'elle attend de la relation avec une marque, et tous ces éléments vont nous permettre de cartographier les attentes de nos clients en termes de service client.
On doit aussi, pour savoir faire des arbitrages, bien connaître son produit et ou ses services. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les éléments du marketing mix. Donc, pour rappel, ce sont la définition du produit. Quel est-il? Déjà, dans cette première définition du produit, il y a des éléments de réponse sur comment on va finalement apporter le service client associé à ce produit ou à ce service. Quel est son prix? Forcément, comme le disait Jean-Thomas, si on essaie de faire une offre agressive au niveau budgétaire, on va de toute façon pas avoir les moyens de faire un service client VIP avec un conseiller pour un client. Donc, on est obligé de faire des arbitrages de ce point de vue-là aussi. On va aussi se baser sur la politique de distribution. Si on vend dans de la grande distribution, on ne va pas apporter le même service client que si on vend dans des boutiques haut de gamme ou sur Internet. Enfin, voilà, les canaux de distribution impactent aussi le service client. Et il y a aussi tout ce qui est politique de communication. Là, c'est finalement, derrière ces produits ou ces services, qu'est-ce qu'on veut apporter en termes d'image? Quelle communauté on veut fédérer? Aujourd'hui, on voit de plus en plus un marketing basé sur la notion de communauté, avec finalement l'envie d'avoir des produits qui marquent notre appartenance à un groupe. C'est une célèbre marque de téléphone et de tablette qui a lancé ce concept, et aujourd'hui, ça fait aussi partie de la définition d'un service ou d'un produit. Et on est obligé d'avoir un service client qui finalement est lié à cette communauté qu'on veut créer. Pour vous donner un exemple concret qui date de cette semaine, sur le fait de savoir faire des arbitrages et en fonction du produit qu'on vend et de la cible qu'on adresse, dans l'actu cette semaine, vous avez forcément entendu parler d'un robot de cuisine qu'on a beaucoup évoqué. Donc, le premier est vendu par une société qui est spécialisée dans le domaine, donc c'est celui de droite. Il se ressemble beaucoup, hein. Et pourtant, vous allez voir qu'on est obligé de faire des arbitrages. Celui de droite, il est vendu par une société qui a toujours vendu dans ce domaine. Il est vendu aux alentours de 1 300 €. Il se fait seulement sur de l'achat en vente directe, avec un atelier personnalisé au domicile du client. Et du coup, il y a une sorte de communauté derrière. Et bien sûr, un SAV très fort au vu du prix du produit et de la communauté qui est derrière. Celui de gauche, il est finalement vendu pour les mêmes usages, mais par contre en grande distribution, pour un prix qui est plus de 900 € moins cher. Donc du coup, pas du tout à la même population, et bien sûr, pas non plus avec la même garantie de SAV, puisqu'il y a un obscur 0800, mais que je n'ai pas testé, mais j'imagine que le service n'est pas aussi réactif derrière. Donc là, clairement, c'est la bonne illustration du fait que les arbitrages, ils peuvent se faire sur des éléments qui ne sont pas liés au produit et aux usages qu'il apporte, mais bien à ce qu'il véhicule derrière en termes de cible ou de positionnement. Ça va nous permettre de faire des arbitrages sur les canaux pour joindre après le service client, de faire des règles de priorité, de faire des choix en termes de niveau de satisfaction client et de qualité de service. Peut-être que Jean-Thomas, tu veux apporter des compléments sur ces notions de qualité de service, satisfaction client et priorisation. Typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, la qualité de service, c'est vraiment la capacité à prendre les interactions. Donc on peut avoir une stratégie qui consiste à dire je veux décrocher en moins de 10 secondes enfin je dis décrocher, c'est un peu un abus de langage, je veux gérer toutes les interactions clients en moins de 10 secondes, que ce soit du téléphone, du chat, ou je veux gérer des mails en moins d'une demi-heure. Ça c'est la qualité de service qu'on mesure. Et la satisfaction client, c'est la capacité à renseigner correctement le client. Donc il y a une grosse différence, parce que je peux quelque part mettre plein de conseillers qui décrochent le téléphone très rapidement et donc avoir une très bonne qualité de service, mais si ces conseillers ne sont pas formés au service que je veux apporter au client, ils vont mal renseigner le client, et donc le client aura une très mauvaise satisfaction client. Inversement, je peux appeler un service et patienter pendant 20 minutes et donc être un petit peu irrité, voire excédé, parce que j'ai attendu très longtemps avant d'être pris en charge. Mais si le conseiller finalement résout mon problème, est à l'écoute, fait preuve de professionnalisme et trouve une solution à mon problème, au terme de la discussion, je vais plutôt être satisfait, je vais même être complètement satisfait du service, malgré une qualité de service qui, elle, n'était pas très bonne. Enchaînons. Autre proposition incontournable pour reprendre sa stratégie client. Donc moi-même à l'instant, j'ai fait un abus de langage, j'ai dit décrocher parce qu'on a longtemps parlé de centre d'appel, mais aujourd'hui, on parle bien de relations cross-canal, multicanal. L'idée, c'est de penser une relation qui va faire appel à des canaux d'entrée qui proviennent de plusieurs sources.
Trop souvent, chaque service a ses propres canaux d'interaction client et gère sa stratégie de façon cloisonnée. Un exemple assez flagrant, c'est entre le e-commerce qui souvent peut être géré par le marketing et la relation client qui, elle, va plutôt gérer le téléphone et le mail. On peut avoir des canaux d'un côté chat, web callback, click to vidéo, etc., qui sont gérés par le marketing sans aucune cohésion avec le pôle relation client qui, lui, va gérer le téléphone et le mail. Et se retrouver dans des situations un petit peu ubuesques où finalement le client dans tout ça se retrouve, enfin, ne comprend pas qu'il ne soit pas géré de façon cohérente et avec une vue 360 sur ces différentes interactions. J'ai appelé hier, je fais une session de chat aujourd'hui et on me repose des questions que j'ai déjà données hier par téléphone. Donc, tout ça crée une certaine incohérence et penser cross-canal, c'est décloisonner aussi les relations entre les différents services de la société qui ont l'occasion de discuter avec les clients. Alors très bien, du coup, sur effectivement cet aspect de décloisonner, je pense que on est tous d'accord, on en entend beaucoup parler. Concrètement, comment on fait? Là encore, je pense qu'il y a un travail à faire avec les autres services de l'entreprise pour modéliser le parcours client. Donc ça, c'est un exemple de modélisation. Vous pourrez aller voir sur Internet parcours client, vous verrez qu'il y a énormément de techniques et de méthodes pour le faire. L'important dans cette modélisation, quand on veut retravailler sa stratégie de relation client, c'est de modéliser les points de contact. Donc les points de contact digitaux, comme l'a dit Jean-Thomas, il y a effectivement tout ce qui est chat, vidéo, vidéoconférence et autres qui peuvent se faire directement par exemple depuis un site e-commerce. Et puis il y a aussi les canaux physiques. Par exemple, vous pouvez être un réseau avec des boutiques et on doit savoir exactement où le client est amené à rencontrer la marque et de quelle manière et par quel biais. Derrière, à côté de ça, il est important aussi de noter, en fonction de ce point de contact, quel service de l'entreprise derrière est concerné. Ça permet de vraiment savoir finalement à quel moment le client est en interaction avec la marque et surtout, derrière, quel est le service qui va gérer sa relation avec la marque et on se rend compte en fait, en faisant ce genre d'exercice, que souvent, effectivement, les choses sont très cloisonnées entre les services. Et donc, la clé du succès, c'est de désiloter. Voilà, désiloter, travailler en collaboration entre les différents services, penser la relation client et la stratégie client d'un point de vue cross-canal, c'est-à-dire le client peut rentrer en contact avec mes services par différents points d'accès et atteindre finalement à terme le Graal, entre guillemets, de l'omnicanalité, sachant que ma définition de l'omnicanalité par rapport au cross-canal, c'est que dans l'omnicanal, on gère le client à 360, quel que soit le point de présence, qu'il soit virtuel ou physique. Typiquement, un client dans une boutique va être reconnu en tant que tel avec une vision 360 de son activité de client, au même titre que lorsqu'il appelle le centre de relation client. Donc c'est une convergence complète des données du client et une capacité à accéder à ces données de façon adaptée en fonction du canal de communication avec lequel je discute avec ce client. Troisième clé. Donc la troisième clé, c'est de redonner le pouvoir au métier. Alors ça, c'est mon petit leitmotiv. J'aime bien est-ce que c'est votre garagiste qui vous dit quelle voiture est faite pour vous, ou est-ce que c'est vous finalement qui décidez en fonction de vos propres critères? On est dans le métier de la relation client à distance, on a la même problématique. Pendant très longtemps, le choix des outils a été dicté par l'IT et même à la limite même pas par l'IT, par les moyens généraux, parce que la relation client c'était avant tout la téléphonie et que la téléphonie était gérée par les moyens généraux, comme on gère les photocopieurs, les ramettes de papier. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que qui doit s'adapter en temps réel à l'évolution de la relation client, à l'évolution des canaux avec lesquels les clients cherchent à rentrer en contact avec nous, qui doit s'adapter au parcours client et à l'expérience client qu'on veut apporter à ces différents interlocuteurs, c'est bien le responsable opérationnel de la relation client, ou le responsable marketing sur tout ce qui va être e-commerce, ou si on décilote la direction de la relation client qui, à mon sens, doit être une direction forte du CODIR. Et cette direction de la relation client, elle doit être complètement autonome pour décider de quels outils répondent à ses objectifs de stratégie de relation client, répondent à ses objectifs de mesure de la qualité de la satisfaction client tout au long du parcours. Donc il est évident que si on délègue cette compétence à l'IT sans aucun regard de l'opérationnel, l'IT va faire des choix qui vont être des choix technologiques et absolument pas des choix sur l'agilité dont on doit faire preuve
dans la mise en place et la mesure de la stratégie client. Donc, pour quelque part redonner le pouvoir au métier, il faut s'appuyer sur les parties prenantes de la relation client à distance. Donc, c'est mettre ses agents, ses conseillers, ses superviseurs, ses directeurs de plateau, ses directeurs de relations clients aux commandes des projets, tirer parti de leur expérience via des ateliers. C'est eux qui vont être aussi capables de vous aider à bâtir votre parcours client et à mesurer dans les différentes étapes du parcours client qu'est-ce qui fonctionne bien et quels sont les irritants. Dans un second temps, il va falloir les doter des bons outils, parce que un conseiller clientèle, quel qu'il soit, s'il est face à un client et qu'il n'a pas l'information à portée de main pour le renseigner correctement ou pour lui apporter des solutions, il sera complètement démuni. Il aura beau être très bon dans les soft skills de la relation client, très avenant, très accueillant, très ce que vous voulez. S'il ne répond pas aux problèmes, on va faire de la qualité de service, mais on ne va pas faire de la satisfaction client. Donc, se doter des bons outils. Et inversement, si vos outils ne sont pas capables de distribuer efficacement des interactions, vous allez générer de l'insatisfaction liée au fait que les gens n'arrivent pas à rentrer en contact avec vos services. Et enfin, le dernier point, pour revenir sur ces soft skills, sur la qualité de service, les former régulièrement. Un conseiller, c'est comme un commercial, ça a besoin d'être régulièrement formé, comme un athlète de haut niveau, parce que les petits détails de la gestion du client, chasser le naturel et revient au galop, c'est pas très naturel d'être, on va dire, empathique envers un client, d'être focus sur la résolution des problèmes et de trouver des solutions. Et donc, cette formation régulière permet d'améliorer continuellement le parcours et l'expérience de vos clients. Quatrième chose à prendre en compte, alors du coup on va partir du principe que ça y est, on a fait des arbitrages, on a pensé cross-canal, on a désiloté, on a redonné le pouvoir au métier en allant à sa rencontre pour savoir finalement quelles étaient les bonnes pratiques. Et après il va falloir animer la relation client. J'ai mis une relation client 3.0 parce qu'elle se base sur ce que les trois indications que vous voyez en dessous sont basées sur finalement ce qu'attendent les gens de façon assez généraliste aujourd'hui. C'est une relation client qui aujourd'hui doit être personnelle et émotionnelle, conversationnelle et collaborative. Je vais vous détailler ça un petit peu plus. Bien sûr, en fonction des personas qu'on aura fait tout à l'heure, des produits qu'on vend et des services, on va placer le curseur pas exactement au même endroit sur ces trois notions. Malgré tout, ça reste aujourd'hui les attentes des consommateurs qui, entre guillemets, ont repris le pouvoir aussi avec la possibilité aujourd'hui de laisser des avis, de faire des choix. Donc, il faut vraiment soigner sa relation client et ces trois notions sont très importantes. La première, c'est personnel et émotionnel. En fait, aujourd'hui, les consommateurs, ils attendent d'une marque qu'elle leur apporte autre chose, quelque chose de plus. Je parlais tout à l'heure de cette notion de communauté, d'appartenance. Ils ont envie d'avoir une relation finalement assez personnalisée avec cette marque. Donc l'idée, c'est à partir des points de contact que vous avez définis tout à l'heure dans le mapping du parcours client, c'est de se dire à tous ces points de contact, comment je peux avoir une relation personnalisée avec une émotion juste avec ma clientèle. Cette relation client, elle doit aussi être conversationnelle, donc c'est-à-dire avoir une vision 360 des échanges avec le client. Jean-Thomas en a parlé tout à l'heure, c'est cette notion de cross-canalité qui permet en fait de donner l'impression au client qu'on a une conversation avec lui, qu'il n'est pas obligé quand il repasse par un autre canal après avoir appelé un jour, qu'il passe par le chat le lendemain, qu'il n'est pas obligé de re-rappeler ce dont on parle, pourquoi il prend en contact avec la marque, d'avoir vraiment finalement la notion de mener une conversation assez spontanée et naturelle parce que la marque le connaît. Et cette relation client 3.0 attendue par les consommateurs d'aujourd'hui, elle doit aussi être collaborative. Les gens aujourd'hui, ils ont plus simplement envie d'une communication descendante. Ils sont aussi en attente de pouvoir donner leur avis, de participer. Et finalement, on peut dire que cette relation client d'aujourd'hui, elle doit être collaborative. Les occasions de faire participer le client doivent être saisies. Je pense notamment, par exemple, à des choses comme le chat communautaire. Aujourd'hui, ça se pratique de plus en plus, c'est-à-dire ces marques qui délèguent finalement une partie de leur relation client à des consommateurs fidèles, à des gens qui sont un peu des représentants de leur marque, qui sont des habitués. Et du coup, on est vraiment là sur une relation client qui devient collaborative, c'est-à-dire que les clients font la propre promotion de la marque. Donc voilà un peu les trois axes aujourd'hui sur lesquels axer sa relation client, même si encore une fois, en fonction des arbitrages qu'on a fait tout à l'heure, on ne va pas placer le curseur au même endroit sur tous ces points. Et donc, dernière étape.
Bien, la dernière étape, c'est bien entendu interpréter les indicateurs. Trop souvent, lorsqu'on est amené à visiter des entreprises, que ce soit en phase de conseil ou autre, on est face à une réelle pauvreté des indicateurs. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui quel est le niveau de satisfaction, quel est le niveau de qualité de service, comment fonctionnent les différents services, et on fait face à un vide sidéral. Il y a peu ou pas d'indicateurs, et à partir de là, c'est comme conduire une voiture sans compteur, hein, on est au feeling, on se dit je vais vite, mais est-ce que je vais trop vite ou pas assez vite? C'est assez compliqué de se faire une idée, on n'a pas le niveau d'essence, on n'a aucune façon de savoir finalement comment se positionner, et de la même manière sur votre stratégie client, si vous n'avez pas d'indicateur, vous ne savez pas du tout à quel niveau vous trouvez et comment atteindre l'objectif que vous êtes défini au travers de la stratégie de relation client à distance. Donc, interpréter les indicateurs, c'est faire preuve d'agilité. J'ai mis en place une stratégie de relation client. Je me suis fixé des KPI, donc des indicateurs de performance à atteindre pour être en adéquation avec cette stratégie de relation client. Et à partir de là, il faut que je puisse atteindre ces indicateurs et quelque part les challenger pour remettre des coups de tournevis dans ma stratégie et mes systèmes de distribution. Donc, pour partager ces objectifs et avancer ensemble. De la même manière qu'on disait tout à l'heure, il faut désiloter entre les différents services pour créer une stratégie client 360. De la même manière, il faut avoir un comité de pilotage qui permet de poser les objectifs, d'interpréter les résultats et d'ajuster les moyens, qu'ils soient technologiques, formation, pour améliorer continuellement le service et tendre le plus possible vers la stratégie de relation client qu'on a définie. Si on n'a pas d'indicateur, quelque part, c'est un peu la politique de l'autruche. On se dit qu'on est très bon et que tout va bien, mais finalement, on n'a aucun moyen de le savoir vraiment. Ou inversement, on se dit qu'on n'est pas bon du tout, alors que finalement, les clients sont plutôt satisfaits. Ce que je souhaitais pour terminer ce webinaire, c'est vraiment faire le lien avec la partie outils technologiques. Alors, je m'excuse, on a ici un slide un peu techno, mais l'idée, c'est de faire vraiment le lien entre tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant sur la refonte de sa stratégie client et la mise en œuvre des outils technologiques. Quand je parlais tout à l'heure de redonner le pouvoir au métier, pendant très longtemps, la contrainte technologique est très forte. Donc, en tout état de cause, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait parce qu'il y avait un existant technique, il y avait une complexité, il y avait des coûts importants. Et donc, finalement, le métier devait se plier aux contraintes fixées par l'IT. Aujourd'hui, on est sur une ère de l'informatique qui est beaucoup plus ouverte. On est sur une ère de l'informatique du cloud, on est sur une ère de l'informatique des API, des web services. Je parle plein de termes techniques de la voix sur IP qui vous parlent potentiellement plus ou moins, mais qui illustrent juste le fait que l'informatique n'est plus un problème. Alors, s'il y a parmi vous des responsables informatiques, ils vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Il y a en tout état de cause une problématique de coût et de délai de mise en œuvre qu'il faut prendre en compte, mais le coût fait partie de mon équilibre, de l'équilibre dont on parlait au début sur la performance. Donc, ça n'est plus une contrainte de je ne peux pas faire, c'est juste une contrainte de je peux faire, mais à quel coût et dans quel délai. Donc, à partir de là, il faut s'affranchir de ces contraintes et reprendre le pouvoir en disant qu'est-ce que je veux mettre en œuvre dans ma stratégie de relation client. On voit sur mon schéma que tout à gauche, j'ai mes différents canaux de communication. Donc ça, c'est la conséquence du travail que vous avez fait sur la modélisation de vos clients, de la manière dont ils rentrent en relation avec votre centre de contact, de quel est leur parcours, que ce soit sur le centre de contact ou même dans les boutiques, hein, peu importe. C'est le parcours client, il est défini ici. Et toutes ces interactions, elles vont être prises en charge par des outils de distribution des flux. Alors, un petit pub au passage, donc ici, on intègre un outil qui s'appelle Kiamo, par exemple, dont c'est le boulot de collecter des appels, de collecter des mails, de collecter des SMS, des chats, etc., et de les hiérarchiser, de les prioriser, en vue de les distribuer vers des conseillers. Cette distribution, elle n'a de sens que si elle est intégralement couplée, d'où le désilotage, avec l'ensemble des données clients de l'entreprise. Donc en haut, vous avez les outils métiers, alors ça peut être la CRM, l'ERP qui est l'outil de production, donc la CRM c'est plutôt l'outil métier client, commercial, relation client, l'ERP c'est plutôt tout ce qui est production, donc les produits, les services, la facturation, mais on pourrait rajouter toutes sortes d'applicatifs qui contiennent de la donnée métier, et le plus on est intégré à ce référentiel client, le plus on va pouvoir affiner notre stratégie de distribution, puisqu'on connaîtra beaucoup mieux notre client. Donc en gros,
Ça, c'est ce qui va nous permettre de dire, ah bah tiens, j'ai Monsieur Lacour m'appelle, c'est un VIP, il parle anglais, il nous a déjà fait X milliers d'euros de commandes cette année, etc., etc. Et donc, je vais appliquer une stratégie de distribution liée à cette personne. Et c'est là où je vais pouvoir faire des choix, les choix dont on a parlé tout à l'heure, en disant, bah voilà, quelle qualité de service, quelle satisfaction client je souhaite apporter à mes VIP, quelle qualité de service, quelle satisfaction client à mes clients qui viennent par tel canal, ou mes clients grands comptes, mes clients moyens comptes, etc., etc. Une fois que j'ai appliqué ma distribution de flux, je vais pousser les flux et pousser de l'information à mes conseillers pour qu'ils puissent répondre efficacement à mes clients. Donc c'est la partie de droite. J'ai des données enrichies qui sont présentées à mes conseillers. Et là aussi, il faut vraiment penser, si c'est un conseiller front office, il y a une certaine manière de lui présenter l'information et un certain nombre d'informations à lui présenter. Si c'est un conseiller back office, ce sera autre chose. J'ai un exemple qui me vient en tête. Vous êtes sur un métier de SAV, on appelle un front office pour dire bah, j'ai un problème, ma machine est cassée, au secours. Le front office prend la demande et traite la demande au plus vite, donc rassure le client, fait en sorte de créer des tickets, de suivre les tickets. Et derrière, ça bascule à un back office qui est plus technique. Et ce back office, lui, doit rappeler le client, qualifier de quelle nature est la panne et planifier éventuellement des interventions de techniciens. On voit bien que là, c'est deux métiers différents, c'est deux façons différentes d'approcher l'information. Ce qui est certain, c'est que quand le client va rappeler le lendemain pour dire, bah, écoutez, voilà, je vous ai appelé hier, j'ai ouvert un ticket, j'ai eu quelqu'un de votre hotline qui a fait un pré-diagnostic, il m'a dit qu'il me rappelait pour fixer un rendez-vous, mais aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles et je commence à m'inquiéter parce que ma machine ne marche pas et je perds de la production. Il faut que le conseiller que vous avez en face de vous, qui fait plutôt partie du front, soit immédiatement capable de vous dire, ah bah oui, effectivement, je vois que vous avez appelé hier, je vois qu'il y a une planification qui est en cours de préparation, mais on attend une validation des techniciens, vous serez rappelé sous 4 heures. Si ça n'était pas le cas, n'hésitez pas à me rappeler, j'irai à la pêche aux infos. Enfin, voilà, je vous donne un scénario tel qu'il me vient à l'esprit, mais on voit bien ici qu'il est important de pousser l'information au conseiller de telle manière qu'il puisse répondre efficacement et apporter de la satisfaction client, là pour le coup, à la personne qui est appelée. Et enfin, on va venir enrichir les données clients avec des enquêtes de satisfaction, avec des enquêtes à chaud, des enquêtes à froid, avec toutes sortes de données qu'on peut rajouter, donc des données enrichies, qui vont venir compléter mes KPI et mes indicateurs de pilotage. Donc en harmonisant tous ces outils technologiques, on va finalement avoir une vision 360 de nos clients sur qui ils sont, pourquoi ils rentrent en relation avec nous, de quelle manière est-ce que je peux les renseigner le plus efficacement possible, et au final, est-ce qu'ils sont satisfaits de la relation client, est-ce que ma qualité de service est bonne, et est-ce que ma productivité est en adéquation avec mes objectifs. Et on retrouve notre schéma de départ qui nous permet de dire, bah, ok, quels sont mes indicateurs sur ces différents critères, et s'ils sont en dessous de ce qui a été défini par ma stratégie de relation client, comment je peux mettre des coups de tournevis pour améliorer tel ou tel indicateur de performance et m'approcher le plus possible de ma stratégie générale de relation client. Pour conclure notre discussion, il est évident qu'une bonne stratégie de relation client, c'est expérimenter, mesurer, ajuster. Expérimenter, mesurer, ajuster. Expérimenter, mesurer, ajuster. Et il faut se doter des outils et travailler en collaboration entre les différents services pour pouvoir mettre en place ces moyens. Pour revenir sur le côté libérer le métier des contraintes techniques, il est évident que si vous n'avez pas la main sur vos outils, si dès qu'il faut faire une modification, dès qu'il faut accéder à une donnée, c'est 6 mois de projet IT, peut-être un jour, quand on aura le temps, parce que il y a les migrations ERP qui passent en priorité, les migrations CRM qui passent en priorité, etc., etc., vous n'arriverez jamais à tendre vers une stratégie de relation client qui a été définie par la société. Atteindre le niveau de stratégie, le niveau de relation client souhaité, c'est avoir la possibilité de rapidement mettre en œuvre des scénarios de gestion de ses clients, mettre en œuvre des moyens d'accéder à l'information, d'avoir les bons indicateurs qui permettent de mesurer ce qu'on souhaite mesurer, entre qualité de service, satisfaction, productivité, et après, rapidement, d'ajuster les paramétrages, d'ajuster les services de manière à améliorer cette qualité. Quand je dis ajuster, c'est d'un point de vue outil technologique, mais c'est aussi, on l'a vu, d'un point de vue formation, accompagnement des équipes. Voilà. Si ma satisfaction client n'est pas bonne et qu'elle reflète, je sais pas moi, un manque de
de sourire au téléphone ou de politesse de mes conseillers, ben, je peux aussi former les personnes pour améliorer. Mais ça n'aura d'impact que si derrière, je suis capable de mesurer que vis-à-vis des clients, ça a progressé et le service a été amélioré. Voilà, on arrive à la fin de notre demi-heure, presque pile poil, on a dépassé les 50 secondes. On va prendre des questions si vous en avez dans le chat. On avait une première question qui nous a été posée. Quel est le bon ratio pour une qualité optimale de service entre nombre d'opérateurs et nombre de clients? Alors ça, malheureusement, si j'avais une réponse précise et claire et uniforme, je pense que je pourrais partir couler une retraite heureuse Au soleil. au soleil. En fait, pour revenir à mon schéma sur la performance d'un centre de relation client, ça dépend beaucoup des différents critères qu'on a vus. C'est-à-dire que, votre stratégie de relation client. En gros, c'est quoi la stratégie? C'est d'être les meilleurs, de véhiculer une image haut de gamme, une marque de café célèbre, enfin de petites capsules en café, veut véhiculer une image très haut de gamme, ils se doivent d'avoir un service client irréprochable qui répond très vite, avec une super qualité. Et donc, ils vont avoir une capacité d'investissement qui est assez forte. D'ailleurs, le café coûte quand même assez cher quand on ramène au kilo. Donc, il y a une quote-part d'investissement qui est possible. A contrario, si vous vendez des box ADSL à 20 € par mois, c'est compliqué de mettre un conseiller pour un client. Et quand vous êtes en panne, bah, les moyens vont plutôt être portés sur l'autodiagnostic technique automatique que sur des conseillers clientèle qui vous répondent efficacement. Parce que juste l'équation n'est pas possible. Donc le ratio entre qualité optimale et nombre d'opérateurs, malheureusement, je n'ai pas de réponse. On est capable aujourd'hui de dire, par rapport à des volumes d'interaction et un objectif de qualité de service, voilà le nombre de conseillers qu'il nous faut. Vous avez des normes statistiques pour ça. Dans la partie appel téléphonique, vous avez la norme Erlang qui vous permet de dire, bah, si j'ai 300 appels sur l'heure chargée qui font 3 minutes en moyenne avec 30 secondes de post-appel, alors il me faut, et que je veux une qualité de service de décrocher en moins de 30 secondes, alors il faut tant de conseillers. Ça, vous êtes capable de le savoir. Mais après, il faut croiser ça avec, s'il me faut 25 conseillers, est-ce que j'ai les moyens de payer 25 conseillers et donc de mettre en place cette stratégie. Donc voilà, il y a des outils pour essayer de tendre vers ça, mais ça va de toute façon dépendre de votre stratégie et de l'argent que vous avez. Alors, il y a Jérémy qui nous pose une question. Quel est le top 5 des indicateurs de disponibilité et qualité à suivre pour un centre d'appel? Alors là aussi, il n'y a pas de réponse universelle, mais pour moi, si on reprend mon schéma, vous avez la qualité de service, c'est le taux de prise de l'interaction dans un laps de temps qui vous paraît raisonnable à vous par rapport à votre qualité, par rapport à votre stratégie. Si je travaille avec, je sais pas, par exemple des pompes funèbres, quand vous appelez un service assistant parce que vous avez un membre de votre famille qui est décédé, il est évident que ça doit décrocher tout de suite. Donc le taux de la qualité de service, c'est le nombre d'appels décrochés en moins de 10 secondes. Si vous êtes opérateur télécom, vous allez dire, moi ma qualité de service, elle est mesurée sur un taux de décroché en moins de 10 minutes. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes ratios, mais par contre, le ratio taux de prise d'appel ou taux de prise de mail ou taux de prise de chat en un laps de temps qui est en adéquation avec votre stratégie, ça c'est important de mesurer. La satisfaction client, alors l'indicateur un petit peu à la mode en ce moment, c'est le NPS, le Net Promoter Score, qui est en fait un mix de différentes sources d'enquête qualité qui vous permettent globalement d'avoir une note pondérée qui souvent est sur 100, enfin sur 100%, pour laquelle on dit si on est au-dessus de 80%, c'est que globalement le service est bien rendu. Donc ce Net Promoter Score, on peut le construire avec plein d'indicateurs. Souvent on a des enquêtes à chaud, donc c'est j'ai eu une interaction, puis vous savez tout de suite vous recevez une enquête qui vous dit est-ce que vous êtes content de l'expérience client, oui, non, ça c'est un premier niveau. Après vous avez l'enquête à froid avec des critères un petit peu plus poussés qui va être envoyé par mail, notamment voilà, je suis content, le conseiller était sympa, il m'a bien renseigné, etc., etc. Et vous pouvez aussi le coupler avec ce qu'on appelle du quality monitoring, c'est-à-dire des enquêtes qui sont faites plutôt en interne, où on écoute, on pioche, je dirais, quelques conversations de conseiller clientèle, et on fait un audit de la conversation pour vérifier que tous les critères de la stratégie client ont été respectés. J'ai bien dit bonjour monsieur, j'ai été souriant, le client a eu une réponse à sa question, on a bien clôturé, etc., etc.
Et donc, quand je mixe toutes ces données, je peux créer un Net Promoter Score qui me permet d'avoir un bon indicateur de quel est mon niveau global de satisfaction. Donc, QS, Net Promoter Score, et là, il me manque un élément essentiel qui n'est pas directement dans la relation client, mais qui est plutôt dans la productivité, qui est un indicateur qui me permet quand même de savoir, en gros, est-ce que j'atteins les objectifs qu'on m'a fixés. Si c'est de vendre des séjours dans des campings et que je dois faire 500 ventes par jour, est-ce que je suis dans mes ratios? Donc, voilà, moi, c'est 3 indicateurs qui sont assez essentiels. Je ne sais pas si... Alors, je voulais Aël va vous mettre dans le chat, on a un article sur notre blog à ce sujet, du coup, qui sont les 10 KPI pour évaluer son centre de contact. Alors, il y a des KPI, il y en a des dizaines et des dizaines, mais en tout cas, c'est les 10 essentiels, en tout cas les 10 basiques, les plus courants pour évaluer votre centre de contact. Ça pourra vous apporter un peu plus de billes sur le sujet, donc notamment effectivement avec le Net Promoter Score qui est assez récent, et plus récent encore le CES, donc le Customer Effort Score, qui vous permet là de mesurer en fait le niveau de difficulté pour atteindre, ressenti par le client pour atteindre vos services. Donc n'hésitez pas à aller lire cet article qui pourra compléter la réponse de Jean-Thomas. Sachant que pour revenir sur le webinaire, il est évident que le bon indicateur, c'est l'indicateur qui est dicté par votre stratégie de relation client. Si vous souhaitez, si votre stratégie dit il faut prendre en charge tous nos clients en moins de 10 secondes, il faut qu'ils soient à 80% satisfaits de la relation client, c'est-à-dire qu'on ait répondu à leurs besoins, qu'on les ait dépannés, ça vous donne une idée précise de qu'est-ce qu'il faut mesurer. Voilà. D'autres questions? Ou sinon, on va clôturer ce webinaire. Sachez que de toute façon, nous pouvons continuer la conversation ensemble, soit via nos réseaux sociaux, sur notre site web, ou bien entendu, si vous le souhaitez de façon plus approfondie, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois que Céline est en train de taper une question, peut-être répondre rapidement. Non, c'est un merci. Merci Céline, et merci surtout à vous d'avoir été présent pour ce webinaire, et vous retrouverez prochainement ce webinaire sur notre chaîne Webikeo en replay, et également avec les liens sur notre site et notre blog, où vous pourrez trouver d'autres articles sur les thématiques de la relation client si ça vous intéresse. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci à tous, bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.